Je laisse nos invités s'installer. Peut-être vous dire, avant de leur donner la parole, que l'audition de ce matin est retransmise en direct sur le site internet du Sénat et que cette audition a été proposée d'ailleurs par nos collègues président Caner, notre collègue Durin et Madame de la Gontrie. Excusez-moi, j'aurais dû commencer par Madame de la Gontrie, l'année démarre mal. Et donc, naturellement, on a pensé que cette idée était intéressante, compte tenu du rapport que vous avez commis. Alors certes, c'est un rapport qui faisait suite à une mission qui vous était confiée par le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux en 2021. C'est un rapport qui date donc de juillet 2021, mais il est évidemment d'actualité puisqu'il a été rendu public il y a quelques mois seulement. Il est intéressant pour nous, messieurs, d'en avoir connaissance, bien sûr, puisque sa problématique est connexe à certains de nos travaux, et je pense notamment à ceux relatifs à la police judiciaire, qui est actuellement en cours, et à la formation initiale et continue des forces de police et de gendarmerie. Et c'est aussi un complément utile au débat que nous avons eu sur la LOPMI et qui a été adopté, bien sûr, récemment. L'accusation de discrimination est, on le sait, souvent brandie par certains pour mettre en cause la légitimité de l'action de l'action des forces de sécurité intérieure. La discrimination dont font l'objet les agents des forces de police et de gendarmerie est en retour plus souvent éludée alors qu'elle est aussi réelle. Or, l'un des mérites, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs naturellement, de l'étude que vous avez menée, messieurs, avec l'assistance de plusieurs corps d'inspection d'ailleurs, est d'une part d'avoir une approche globale de la discrimination dans le contexte de l'action menée au quotidien par les forces de l'ordre, en abordant à la fois la question de la discrimination qui peut être causée par certains de leurs membres, mais aussi de la discrimination dont leurs membres peuvent être eux-mêmes les victimes, soit dans l'institution policière elle-même, soit de la part de tiers. Donc, vous avez abordé vraiment la problématique sous toutes ses formes, si je puis dire, en tous les cas sous toutes ses composantes. Un autre mérite est d'autre part de placer cette approche dans le lien qu'entretiennent les citoyens avec les femmes et les hommes qui ont la charge de nous protéger au quotidien, un lien qui, nous en sommes tous témoins, est pour une partie de la population empreint d'une grande méfiance, que le sentiment d'une discrimination que certains se plaisent à présenter comme systémique ne fait d'ailleurs qu'attiser. Au terme de vos travaux, vous avez formulé une cinquantaine de propositions, dont un certain nombre d'entre elles sont extrêmement opérationnelles. Voilà, vous venez ce matin détailler ces propositions et présenter ce rapport. Je vais naturellement vous laisser immédiatement la parole, tout en vous remerciant d'avoir accepté de venir devant notre commission pour faire état de ces travaux et finalement nourrir notre propre travail, notre propre réflexion. Merci. Monsieur Vigouroux, peut-être le premier. Eh bien, très bien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci de nous avoir invités, Florian Roussel et moi. C'est toujours un honneur d'être entendu par le Sénat. Je vais vous parler donc de ce rapport « La lutte contre les discriminations dans l'action des forces de sécurité » en vous disant tout de suite que nous n'engageons que nous, c'est la liberté d'un rapporteur à qui une mission est confiée et qui remet un document à l'autorité politique qui en fait ce qu'elle estime devoir en faire ou de ne pas en faire. Mais nous avons écrit ce rapport avec nos examens et nos investigations, y compris sur le terrain, dans différents endroits de France, et avec notre liberté. Et parfois nos convictions. Donc, ça plaît ou ça plaît pas, ça intéresse ou pas, le produit est livré et ensuite l'autorité prend ses responsabilités. On entend souvent dire que les rapports administratifs ne servent à rien. Si j'en étais convaincu, je n'aurais pas accepté la mission. C'est la deuxième mission que nous faisons ensemble, M. Roussel et moi. La précédente sur les suites de la loi sur la transformation de la fonction publique de 2019. Nous avons étudié la manière de mettre en place la négociation collective dans le respect du statut, et ça a été suivi d'une ordonnance et peut-être d'accords collectifs.
Donc là, le tandem s'est reconstitué pour traiter de la discrimination. Je constate que dans le paragraphe 2.5.3 du rapport sur la LOPMI, si vous me permettez l'expression, j'aime pas les acronymes, enfin, je peux, pour aller plus vite, quand même, qui porte l'expression « renforcer la lutte contre les discriminations ». Et moi, qui ai passé quelques années au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice, je sais qu'une phrase comme ça ne court pas absolument les rues dans l'histoire des textes, en tout cas du ministère de l'Intérieur. Donc ça me réjouit de voir que la loi, le Parlement, adopte un document qui reprend ce terme, qui n'est pas neutre et qui, quelquefois, pose question de la part des agents. Et dans le paragraphe, on voit des mentions qui sont encore plus rares quand on regarde l'histoire longue de la sécurité en France, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la haine anti-LGBT et tout type de discrimination. Des mots sont comptés et c'est dans un rapport annexé à la loi que vous avez adoptée. Je constate aussi que le rapport mentionne un ministère qui doit ressembler à la population. Alors là, il y a un sujet que je n'ai pas le temps de développer, mais qui est à mon sens tout à fait essentiel, presque de nature constitutionnelle, puisque l'article 74 a avancé pour les collectivités d'outre-mer un droit de recruter en fonction de critères de la population. Il y a toute une tradition française auquel je suis attaché qui dit le contraire, qui dit le concours, c'est neutre. Et donc l'idée que je partage et qui est dans le rapport, de faire attention aux dissociations totales entre le visage d'une police et la population, à mon sens, est une décision courageuse que je n'avais pas lue beaucoup jusqu'à maintenant. Il y a quelques années, j'étais au balcon d'un hôtel de Mexico et je regardais, j'ose pas dire en expert, mais en tout cas en personne intéressée, l'arrêt d'une manifestation sur une grande autoroute occupée par des manifestants. La totalité, quasi-totalité des manifestants avaient le type andin, ce n'était pas le type argentin blanc, et les policiers étaient à 100% type andin aussi. Ça faisait réfléchir sur cette problématique que vous avez mis dans la loi. Je constate aussi qu'il y a eu un changement à la tête des deux inspections générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Nous ne proposions pas de mettre des magistrats à la tête ou comme adjoints dans les inspections générales, mais nous proposons d'ouvrir ces inspections pour qu'il y ait des professionnels de différents ordres en matière de sécurité, peut-être plus qu'ailleurs. La diversité, pas seulement d'origine, mais aussi de professionnels, apporte quelque chose pour la vérité. Et les forces de sécurité ont un devoir de vérité. J'y reviendrai. Nous constatons aussi que plusieurs mesures que nous proposions sont plus ou moins déjà, notre rapport, vous l'avez dit, Monsieur le Président, date de 2 ans, donc les choses ont tourné. L'inspecteur général de la gendarmerie me rappelait que nos propositions 2, 10, 11, 16, 17, 22, 28 sont plus ou moins déjà mises en œuvre ou à l'étude. Donc je le souhaite, comme tout rapporteur, que nos propositions ne restent pas lettre morte. La discrimination, c'est, selon l'article 225-1 du Code pénal, l'atteinte à la dignité de la personne, je retiens bien ce mot dignité, et porte sur l'interdiction de traitement fondé uniquement sur des critères que vous connaissez depuis l'apparence physique jusqu'à la prétendue race, comme dit la loi maintenant. Évidemment, la discrimination est révélée par des traitements défavorables, mais le fait que la définition même ne porte pas le mot défavorable peut faire réfléchir. Il peut y avoir des traitements, à la limite même favorables, qui pourraient être discriminants. On peut y réfléchir, je ne développe pas. Il faut comprendre le rapport dans un contexte qui n'est pas neutre et qu'il faut avoir en tête. Dès 1985, la revue Sociologie du travail consacrait un numéro spécial à la police, et en étudiant ces process. En 1989, j'avais l'honneur, sous l'autorité de Pierre Jox, de contribuer à la création de l'Institut des hautes études de sécurité intérieure, qui faisait entrer la recherche dans le monde de sécurité et qui a prospéré sous
tous les gouvernements jusqu'à sa suppression il y a 3 ans et son remplacement par l'IEHEMI du ministère de l'Intérieur. Je souhaite ardemment que cette présence de la recherche continue. Et puis, le terrain que nous avons labouré, justement, par un rapport de l'IHESI de 1991, le rapport du sociologue Vievorka sur police et racisme, nous ne prétendons pas arriver dans un terrain non du tout exploré. Donc, il y a toute une série de travaux qui ont mis en alerte sur la nécessité absolue de proscrire le racisme dans les forces de sécurité. Alors le paysage, je dis un peu le contexte, et puis très rapidement on reprendra les mesures, mais vous les avez sous les yeux. Par contre, le contexte mérite peut-être qu'on s'y arrête un instant. Il me semble que depuis bien des années, le pays en matière de sécurité et de devoir de la sécurité, le rapport m'a été confié parce que je suis déontologue ministériel au sens de la loi Sapin de 2016 du ministère de l'Intérieur. Donc, il y a un lien entre cet aspect et le devoir déontologique repris dans le code police-gendarmerie 2014. Or, en observant l'action des forces de sécurité depuis longtemps, il me semble qu'on est partagé entre 3 tendances que nous avons bien connues au cours de ce travail. Premièrement, la célébration des forces de sécurité. Je n'ai pas le temps de le citer, mais je l'ai dans la main, mon texte fétiche. C'est un texte d'un sénateur, pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Pierre Waldeck-Rousseau, qui a préfacé en 1896 un très beau livre sur l'histoire du corps des gardiens de la paix, et une préface lumineuse que je recommande à toutes et à tous de lire sur le devoir, l'ingratitude de la population auprès des gardiens de la paix, et la mission complètement diverse des forces de sécurité qui ont à traiter des questions totalement étrangères, y compris le maniement des foules, ce qui fait référence au maintien de l'ordre. Pierre Waldeck-Rousseau, 1896. Donc la célébration et comme on applaudissait les forces de sécurité après les attentats, il y a un premier mouvement qui sait ce que la nation doit aux forces de sécurité. La deuxième tendance, à l'inverse, et chacun de nous est un peu partagé selon les événements, c'est l'accusation. J'en ai 2 exemples qui ne quittent pas ma bibliothèque, parce que c'est des alertes auxquelles il faut penser. L'ouvrage de Mediapart ne parlait pas de violence policière, sous-entendu, parlez-en beaucoup. Et le petit opuscule de l'avocat William Bourdon, violence policière, il y a tout un courant dénonciateur qui dit aussi des vérités qu'il faut prendre en compte. Sinon, on ne nous aurait pas demandé ce rapport. Et puis, mais à l'accusation, il m'arrive de penser toujours à ce que Waldeck-Rousseau disait dans la fin de son article. Il citait les policiers tués auxquels il était rendu hommage dans l'ouvrage. Il se trouve qu'il y a 15 jours, je traversais Romorantin. Moi, je suis un adepte de ce que disent les monuments aux morts. Et au monument aux morts de Romorantin, à côté des tués de la guerre, il y a un hommage au gardien de la paix Alphonse Robin, tué en 1944, à Jean Cruchet, tué dans son service en 1973, et à Xavier Juglet, dont le nom ne vous est pas inconnu, abattu sur les Champs-Élysées parce qu'il était policier et seulement parce qu'il portait l'uniforme. Donc, je n'oublie pas le prix du sang dans la police nationale et la gendarmerie nationale au rythme de 8 à 10 tombés chaque année. Mais il n'empêche que quand il y a des accusations de violence ou de discrimination, il faut y répondre. Et troisième tendance, j'espère qu'elle est la plus répandue, c'est la réflexion, l'observation. Là, je renvoie à une autre de mes bibles, le droit de la police, qui a pris maintenant quelques années, de Jacques Buisson, qui est à la fois professeur d'université, ancien membre de la Cour de cassation et ancien directeur de l'école de la police nationale. Ça fait quelques qualités pour observer la police. Ou bien, je me permets de citer mon propre ouvrage du juste exercice de la force, il y a 3 ans, où je parle des sujets qui vous intéressent et sur le contrôle de la police. Alors,
c'est une occasion unique qui nous est donnée par, si j'ose dire, 4 ministres, puisqu'une première lettre de mission nous avait été donnée par M. Castaner et Mme Belloubet le 2 juillet 2020, puis ensuite les 2 ministres successeurs, M. Darmanin et Dupond-Moretti, nous ont confirmé à la fin de l'année 2020 cette mission. En premier lieu, il est clair que ce rapport a été fait que par 2 missionnaires qui croient qu'en abordant les difficultés dans la police, on l'agrandit. Qu'en taisant les difficultés, y compris les faits de discrimination, on prend des risques pour la police elle-même et pour la nation. Donc, notre ligne, c'est d'appeler les choses par leur nom. Oui, il y a de la discrimination dans la police. La question est comment la déceler et comment la traiter. En deuxième lieu, nous n'oublions pas que l'article 12 du Code de procédure pénale dit que la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur et que l'article 15.2 du Code de procédure pénale prévoit des inspections conjointes justice-police quand un officier de police judiciaire a un comportement administratif problématique. Donc, nous avons voulu associer, c'était une chose que j'avais demandé avant de prendre la mission, d'être missionné par les 2 ministères et pas par le ministère de l'Intérieur seulement, le ministère de la Justice. En troisième lieu, nous avons voulu, et en discutant le projet de lettre de mission, nous sommes allés dans ce sens, nous avons voulu traiter des discriminations commises et des discriminations subies par la police nationale. Il faut avoir discuté avec certains, comme nous l'avons fait avec des équipes de police de Marseille, y compris des policiers appartenant à des minorités visibles qui sont accusés de servir le pouvoir blanc. Il faut prendre en considération ces choses qui sont aussi des faits. Troisième, c'était mon troisième point. Puis en quatrième lieu, nous avons voulu mener nos investigations sur des documents et des entretiens, mais aussi aller sur le terrain. Nous sommes allés dans plusieurs endroits, Marseille, Lille, etc., passer des journées avec les forces de l'ordre sur le terrain. Je ne peux pas jurer que nos investigations sur le terrain étaient absolument naturelles. J'ai le souvenir d'une visite à la gare de Sarcelles avec une délégation. La gare de Sarcelles était à peu près comme s'il y avait eu un attentat. Ils nous avaient entourés d'un nombre de policiers qui faisait que pour parler à un vendeur à la sauvette ou autre, il fallait traverser 3 rangs de policiers. Donc je ne surestime pas la vérité des investigations, mais on sent quand même des petites choses, y compris par ce qu'on ne vous montre pas. Et puis nous avons reçu toutes les organisations syndicales, que je pense que c'était très important qu'elles voient comment on travaillait, que ce n'était pas contre elles. Et nous avons aussi discuté avec plusieurs grandes organisations défenseuses des droits humains. Alors, le rapport, son objet est de nommer les questions par les mots justes. Quand on commence à parler de la discrimination, c'est qu'on prend conscience qu'elle est là. Et nous avons travaillé sous la houlette de ce petit objet qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de son article 12, la force publique n'a de sens que pour défendre les libertés. Alors, nous sommes allés rencontrer les policiers et les gendarmes avec ça à la main. Il est très important d'employer les bons mots. C'est ce que nous essayons de dire dans ce rapport. Il y a plusieurs années que je me bats contre le concept de chaîne pénale, utilisé à tout bout de champ, comme si ce que le ministre appelle le continuum, qui pourrait faire l'objet de beaucoup de discussions, mais ce n'est pas l'objet, mais que l'action de maintien de la paix publique, parce que c'est de ça qu'il s'agit, était une série de maillons ayant le même sens et la même dimension. Rien ne ressemble plus à un maillon qu'à un autre. Or, l'investigation policière,
le déferment au juge et la mise en œuvre de la sanction par l'administration pénitentiaire ou pas, c'est pas du tout une série de maillons. La justice n'est pas du tout dans le même rapport à la police que la police à la pénitentiaire ou que la police à la justice. Donc, nous faisons attention aux mots et l'esprit de vérité qui doit permettre de guider les forces de sécurité, c'est une mission au service de la liberté en appelant un chat, si je puis dire. Nous avons, je vais vite, nous sommes, nos 54 propositions, je les résume en 5 axes. Florian Roussel vous en développera quelques-unes. D'abord, et ça rejoint ce que je disais sur la recherche et les instituts de hautes études du ministère de l'Intérieur actuellement et de l'IHESI avant, ce que j'appellerais le savoir vrai. Nous développons beaucoup dans notre rapport la manière dont les statistiques sont faites, comment elles sont classées, et donc c'est très important, c'est la proposition 10, de développer la recherche et le rapport à la science. La justice le fait pas mal en ayant renforcé son potentiel de recherche avec la mission Recherche, Droit et Justice et l'Institut de recherche de la justice. Je souhaite, et c'est une des propositions du rapport, que le ministère de l'Intérieur, seul ou avec la justice, développe ce contact avec les chercheurs. C'est une manière d'aérer et de prévenir des pépins. Nous défendons les enquêtes de victimation qui étaient faites par l'ONDRP et qui maintenant sont reprises directement par le système de recherche du ministère de l'Intérieur. La victimation, c'est la perception des infractions. Elles aident beaucoup à comprendre la sous-estimation des problèmes que nous avions en charge de traiter. Les discriminations sont peu nombreuses en tant qu'infractions saisies par les systèmes de l'intérieur, a fortiori par les systèmes de justice. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Et pour comprendre ce décalage, les enquêtes de victimation sont à développer. C'est notre proposition 26. Et puis l'Observatoire de la discrimination que nous proposons, Florian Roussel va y revenir. Donc ces efforts de statistiques, nous avons regardé les NATINF, la nature des infractions poursuivies dans les statistiques de la justice, où la discrimination est dure à examiner. Elle est souvent un facteur qui accompagne une autre infraction, une violence, une insulte, une injure. La discrimination passe quelquefois à côté de sa prise en compte parce qu'on prend l'infraction principale. Donc, premièrement, savoir vrai, il y a un gros effort encore à faire pour avoir un tableau de bord, mais j'ai lu le rapport annexé à la LOPMI et je vois des pistes intéressantes. Deuxièmement, parler vrai, oser poser sur la table, et c'est pour ça que je rends hommage aux 2 ministres et même aux 4 qui nous ont mandatés, ils ont osé dire allez voir la discrimination, y compris commise par la police. Donc, utiliser les bons mots, ce sont nos propositions 1, 2 et 3, y compris en étant à la disposition du Parlement, et en ce sens, je vous remercie doublement, Monsieur le Président, de nous faire venir, c'est nos propositions 4 et 5, les associations, proposition 7, et le fait de ne pas hésiter à travailler avec les organisations de défense des droits de l'homme. J'ai un souvenir lointain quand le ministère de la Justice travaillait à un guide de la détention avec l'OIP. Ce n'est pas exactement le même ton. C'était l'OIP d'il y a 25 ans, mais ce n'est pas le même ton, les productions du ministère de la Justice et de l'OIP. Et pourtant, à un moment, avait été réussi un guide commun. Donc je ne désespère pas qu'il y ait un travail commun. La police et les organisations de défense des droits humains peuvent et doivent travailler ensemble. Enfin, dans les jurys, proposition 11, ça a commencé déjà, l'ouverture des jurys. Je sors de 3 mois comme vice-président du jury de l'École nationale de la magistrature. Sur 7 membres qui recrutaient 260 magistrats, il y avait 2 magistrats sur 7. Alors, on peut penser que ce n'est pas assez.
moi c'est pas mon cas, je pense que c'est très bien que la magistrature soit recrutée par des personnalités qui viennent de différents horizons. Il y avait un diplomate, j'y étais, voilà, les points de vue se croisaient, et je souhaite que une telle chose se passe encore plus amplement pour la police. Troisièmement, qualifier vrai. Je vous parlais des NATINF, il y a le droit, et donc la police, c'est de la qualification. Et on vous fait entrer dans une infraction ou pas. La définition de ces infractions est quelque chose de très important. Notre proposition 13, pour enregistrer les procédures, nos propositions 13 et 24 tendent à revigorer la qualification discrimination qui est très dissolvante j'aime pas ce terme de vivre ensemble, mais dissolvant de la volonté de vivre en commun dans une société ordonnée. Le quatrième axe, répondre vrai. Quand il y a besoin d'une réponse, il faut la donner. Et la discrimination ne peut pas rester sous silence, sous le boisseau. C'est un peu le thème de notre rapport. Ça veut dire, accueillir les victimes de discrimination. J'ai vu que dans le rapport LOPMI, et je n'aurai pas la prétention de penser que c'est la suite de notre rapport, mais j'approuve dans la LOPMI les questions d'accueil et de confidentialité. Quand il y a 15 personnes dans la queue et que vous êtes obligé de parler de violences délicates qui touchent à l'intimité, c'est insupportable. Je l'ai moi-même expérimenté en allant faire une démarche dans un commissariat de police. Les supermarchés prennent une précaution avec une distance de sécurité, ou la SNCF. Je pense que la police nationale et la gendarmerie, qui n'ont pas attendu le rapport pour aborder ce sujet, mais nous le rappelons. Donc accueillir les victimes de discrimination sans les décourager, sans leur poser des questions indiscrètes, autres que celles nécessitées par l'enquête, propositions 15 et 17. Ensuite, il est important d'avoir une réponse interne. Nous ne sommes pas de ceux qui disent la justice fera l'affaire. Non, la première responsabilité d'un service administratif, la police et la gendarmerie en sont, c'est de faire leur propre police, avec une hiérarchie exemplaire qui sait détecter les phénomènes très en amont. On nous a cité l'exemple, les documents en main, d'un service où toutes les fonctionnaires ou les militaires femmes partent. Bon, il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste de déontologie pour comprendre qu'il y a un problème de rapport entre les sexes dans ce service, où les femmes sont peut-être bousculées, maltraitées. Voilà, donc ces petits signaux qu'il est facile pour un chef, petit ou un grand chef, de ne pas voir, nous disons alerte. Enfin, quand il y a mise en cause, quand il y a enquête sur un agent, on a été sensible au fait que la gendarmerie faisait quand au bout d'une enquête, il s'avérait que l'accusation était mensongère, ça vaut aussi au pénal, mais là je parle en disciplinaire et en organisationnel, il y avait des lettres de mise hors de cause. C'est-à-dire que l'enquête se terminait. On ne vous laisse pas planer la suspicion. On vous a accusé de discrimination, on a fait une enquête. Bon, le chef dit, après enquête... bon. Et enfin, la réponse disciplinaire et judiciaire, il nous est apparu souvent, Florian Roussel nous en reparlera, que la réaction pouvait être sous-proportionnée à la gravité de l'infraction. On a quelques propositions en ce sens. Je vois qu'au point 2.7 du rapport de la LOPMI, il y a quelque chose que nous n'allions pas jusqu'à proposer, c'est l'exclusion automatique pour certains délits, l'exclusion du service pour certains délits, spécialement dans ceux qui nous intéressent, le racisme et la discrimination. Nous disions ça autrement. Il faudra, mais ça c'est vous le législateur, voir comment une exclusion automatique de service se met en scène. Elle n'est pas impossible, mais mérite examen très précis. Enfin, dans l'action disciplinaire, puis dans la saisine du juge, article 40, il y a certainement un progrès pour ne pas passer d'une insuffisance à un excès de saisine à tout crin de la justice dès qu'on bouge une oreille,
Mais la discrimination, c'est la discrimination, ça touche à la dignité des personnes, et appelons les choses par leur nom, transmettons au pouvoir disciplinaire, à l'enquête IGPN, IGGN, la nécessité de réagir. Enfin, je termine, si j'ai encore 3 minutes, Monsieur le Président. Je vous en prie. 3 minutes pour m'arrêter une seconde sur le contrôle d'identité. Nous ne reprenons pas, vous l'avez vu, la thèse développée par plusieurs organisations et la Commission consultative des droits de l'homme du récépissé, parce que, après profonde réflexion, nous pensons que ça n'atteindrait pas le résultat attendu et que ça créerait une difficulté dans l'exécution des tâches en suspectant le policier qui deviendrait une machine à débiter des bordereaux. Mais pour autant, nous pensons que c'est comme beaucoup de sociologues que nous avons consultés, Fabien Jobard ou M. Mouana par exemple, que c'est un sujet douloureux à la fois pour le public et pas n'importe quel public, plutôt des jeunes de minorités visibles que de gens comme moi. Encore que l'autre jour, dans un quai de métro, je vois un barrage de policiers et de vigiles de la RATP qui arrêtaient des gens, et j'avance avec un petit sourire intérieur en disant, voilà, un bourgeois comme moi, il va passer comme une lettre à la poste, alors que les pauvres gamins de 20 ans sont systématiquement arrêtés. J'ai progressé sur mon quai de métro avec une satisfaction intérieure d'échapper à cette humiliation, et j'ai été le seul à être arrêté alors que les gamins passaient en ligne. Ça m'a fait beaucoup réfléchir sur quand même une police républicaine qui est... Bon. Mais je dis ça parce que ça m'est arrivé, je n'en tire évidemment aucune conclusion, si ce n'est qu'il ne faut jamais être simple dans ces sujets. Donc le récépissé ne nous a pas convaincus, mais nous sentons, et nous l'avons dit dans le rapport et oralement avec les autorités avec lesquelles nous travaillons, nous sentons que les choses sont en train d'être prises en main par la justice et le contrôle. Je ne vous cite pas les décisions de justice que nous avons mises dans le rapport, mais quand la Cour de cassation ou la Cour d'appel de Paris en 2021 condamne pour faute lourde l'État pour contrôle discriminant parce qu'on s'aperçoit qu'avait été contrôlé dans une classe qui revenait de voyage à la gare du Nord 3 personnes qui appartenaient aux minorités visibles et pas les autres. Attention, nous avons dit, il est évident que les choses sont en train de changer. La police et la gendarmerie doivent prendre des initiatives. D'où toute une série de propositions qui chacune peuvent paraître légères ou pas assez profondes. Pour celles et ceux qui connaissent la police et la gendarmerie, si tout ce que nous proposons était mis en œuvre, je suis sûr que le visage du rapport police-population changerait. À ce sujet, je recommande la revue Après-demain de 2020 qui a été consacrée à la police et à la population, dans lequel j'ai écrit un article sur la police peut-elle sourire ? Est-ce que la police est toujours obligée, la gendarmerie, quand elle contrôle, de faire comme si vous aviez déjà tué 3 personnes ? Elle peut contrôler les choses en expliquant pourquoi elle contrôle d'un mot et en ayant un modus operandi de calme et de maîtrise. Voilà ce que je voulais vous dire aussi rapidement que possible avant de laisser la parole à mon co-auteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Roussel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je tiens d'abord à me joindre au Président Vigouroux pour vous remercier de cette invitation à venir nous exprimer devant vous aujourd'hui. Alors pour ma part, je vais exposer 3 pistes de réflexion que nous avons longuement développées dans le rapport. La première qui porte sur l'évolution des rapports entre les forces de sécurité intérieure et la société civile, vous en parliez à l'instant. La deuxième qui porte sur l'évolution du traitement administratif et disciplinaire des faits de discrimination commis par les agents. Et la troisième, sur laquelle je serai plus rapide, qui porte sur une proposition spécifique au droit pénal. Alors sur le premier point, le constat que nous avons dressé dans le rapport, c'est le fait que les relations s'étaient distendues ces dernières années
entre les forces de police et de gendarmerie, tout particulièrement la police à vrai dire, et les représentants de la société civile, la plupart des principales associations, les avocats, les enseignants-chercheurs spécialisés. Je me rappelle d'un de nos interlocuteurs qui a parlé de la police nationale comme d'une forteresse assiégée. Les termes sont quand même pas bénins. Alors, les causes sont multiples, il serait trop long de les évoquer ici, mais il nous semble en tout cas que cette situation n'est pas satisfaisante, c'est évident. Et nous avons évoqué plusieurs pistes pour essayer d'y remédier. Alors, vous avez déjà évoqué, Monsieur le Président, 2 pistes. La première qui porte sur l'élaboration de guides communs entre l'administration et les associations. La deuxième, également importante à mon sens, qui porte sur l'ouverture des jurys de recrutement. J'ajouterai peut-être 3 pistes supplémentaires de ce point de vue. La première, c'est le recours plus fréquent aux référents spécialisés au sein de la police et de la gendarmerie. Ils existent pour certains. On pense notamment aux référents LGBT qui travaillent à la préfecture de police, que nous avons rencontrés. Mais peut-être dans certaines circonscriptions, ne sont-ils pas suffisamment valorisés, connus, etc. Alors qu'ils peuvent, parmi tous leurs mérites, il y a notamment celui de jouer le rôle d'interlocuteurs privilégiés des associations. Ce n'est pas spécifique à la France. Au Royaume-Uni notamment, on compte beaucoup sur de tels interlocuteurs. Et certaines associations, je pense notamment à une association de défense des droits des Roms, nous ont fait savoir qu'elles étaient très intéressées par le fait d'avoir un interlocuteur dédié sur ces questions. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'animation de formation par des représentants associatifs à destination des forces de l'ordre. Alors là encore, certaines existent déjà, ce n'est pas le sujet, mais peut-être devrait-elle être approfondie, recours à différentes associations, par ailleurs pour les avocats, et évoquer aussi d'autres thèmes de formation. Je pense notamment à des formations sur les cultures et les comportements associés. Ça existe là encore à l'étranger, notamment en Allemagne, et ça permet de prévenir certaines maladresses ou certaines formes de stigmatisation lors des contrôles et plus largement lors des échanges avec les forces de l'ordre et les populations concernées. Et puis donc, il y a cette proposition de création d'un observatoire des discriminations auquel seraient associés les représentants associatifs. Alors, il s'agit de mieux évaluer ce phénomène de discrimination à travers les carences statistiques que nous avons pu observer sur le sujet. Nous avons essayé de recouper les signalements et tout signalement confondu de discrimination sur une année, nous en avons trouvé 12 000. Alors que, par ailleurs, les enquêtes de victimation auxquelles vous faisiez allusion révélaient que 7% des plus de 14 ans déclaraient au cours des 2 dernières années avoir été victimes de tels faits. Donc il y a un hiatus colossal qui montre qu'il y a différentes questions, mais peut-être aussi un problème, entre autres, d'évaluation statistique, évaluation d'ailleurs aussi pour le ministère de la Justice, compte tenu des difficultés à recenser les plaintes sur le sujet. Et donc il apparaît important dans ce cadre que les différents services mettent en commun leurs informations, échangent entre eux, donc police, justice, et puis donc en lien avec les associations, afin d'obtenir autant que possible des données communes, consensuelles sur ce sujet. Ça, c'est la première piste que je voulais évoquer. La deuxième, c'est donc le traitement administratif et disciplinaire des faits de discrimination. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. Le premier constat que nous avons fait d'abord, c'est qu'il y a une vraie volonté de la hiérarchie aujourd'hui, je crois, de mieux traiter ces faits, de mieux prendre lorsqu'ils sont constatés, à la fois de faire remonter les signalements, c'est tout l'objet notamment des plateformes de signalisation en ligne, mais aussi de mener, dans certains cas, des investigations approfondies lorsque des faits sont constatés et de sanctionner les coupables. Contrairement aux accusations qui ont pu être parfois proférées, il n'y a sûrement pas d'impunité en la matière. Alors pour autant, il y a différentes pistes qui nous paraissent devoir être analysées pour adapter encore mieux, évoluer encore plus, faire évoluer encore plus cette réponse disciplinaire. Alors ce sont des pistes que nous avons bien sûr centrées sur notre domaine d'analyse, à savoir la police, la gendarmerie et les discriminations, mais je crois que l'idée c'est que pour beaucoup,
c'est un constat peut-être plus général au sein de la fonction publique. Enfin, voilà, il ne s'agit pas de dire que ce n'est vrai que dans ce domaine précis. Le premier, c'est que peut-être les mesures de suspension conservatoire, là je parle en particulier des faits internes au service, n'étaient pas prononcées aussi régulièrement qu'elles ne devraient l'être, notamment lorsque des faits de harcèlement sexuel, par exemple, ont un lourd retentissement psychologique pour la victime. On pourrait s'attendre à ce qu'elles soient plus nombreuses. Et dans les dossiers individuels que nous avons consultés, nous sommes parfois étonnés qu'elles n'aient pas été plus régulièrement prononcées. De même, vous y faisiez allusion, nous nous sommes étonnés du fait que les signalements au parquet étaient aussi peu fréquents, alors que dans bien des cas, les faits de discrimination constituent très souvent des crimes ou des délits, donc qui doivent être signalés à l'autorité judiciaire. À l'inverse, lorsqu'il y a une procédure pénale qui a été engagée à la demande de la victime, il est parfois regrettable que l'administration attende l'issue de cette procédure pour engager des poursuites disciplinaires, alors qu'on pourrait penser que les deux procédures doivent aller de pair. Il n'y a pas besoin d'attendre que le pénal tienne le disciplinaire en l'état. Ça vaut pour la police, mais ça pourrait valoir pour beaucoup d'autres administrations. Quatrième point, plus spécifique, ça porte sur les écoles de formation des policiers et des gendarmes. Nous avons parfois relevé dans des dossiers des faits assez sérieux de discrimination et nous nous sommes étonnés de la réponse qui avait été faite. Dans certains cas, on pouvait s'étonner qu'il n'y ait pas eu de mesure d'exclusion définitive lorsque les faits révélaient une inaptitude de l'élève à exercer les fonctions. Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est général, mais nous avons retrouvé plusieurs cas précis où, au vu des données dont on disposait, on pouvait sérieusement s'interroger sur le sujet. Et plus généralement, dans un certain nombre de dossiers, nous nous sommes là encore interrogés sur la réponse qui avait été apportée. Des fois, un simple rappel à la loi alors que les faits de discrimination paraissaient assez sérieux. Dans d'autres, une sanction qui n'était peut-être pas aussi lourde qu'elle aurait pu peut-être être au vu des données qui nous avaient été communiquées. Alors, nous citons quelques exemples précis dans le rapport. J'insisterai peut-être sur un point très précis sur ce point. Ça m'a frappé pour les discriminations internes au service. C'est que bien des fois, c'est la victime elle-même, la victime des faits de discrimination, lorsque c'est un agent, qui a dû obtenir sa mutation, qui a dû partir ailleurs, dans une autre circonscription de police. L'auteur des faits, parfois, il a été sanctionné, et c'est très bien, mais lui, il est resté en fonction, il est resté à son poste. Le message envoyé n'est peut-être pas satisfaisant. Alors, en ce qui concerne les faits de discrimination, cette fois-ci commis à l'égard des tiers, ce même constat général vaut aussi. J'ajouterai peut-être 3 points précis. Le premier, c'est le traitement des signalements. Alors les signalements, parfois, ils sont directement gérés par les circonscriptions de police au niveau de chaque circonscription. C'est normal, ils sont nombreux. Dans certains cas, nous avons cité des exemples qui venaient des procédures elles-mêmes que nous avions consultées. Nous nous sommes étonnés d'un traitement parfois très succinct, très rapide, alors que les faits qui étaient remontés étaient assez précis. Et à tout le moins dans la réponse, lorsqu'il y a des faits bien circonstanciés, on ne peut pas se contenter de répondre que la remarque, que la plainte est trop succincte. Et surtout, lorsque la plainte fait état d'injures racistes ou antisémites lors d'un contrôle de police, on ne peut pas se contenter de répondre, comme nous l'avons vu parfois, « Ah bah oui, mais le contrôle était justifié, vous étiez en infraction au code de la route ». Ça, a priori, ce n'est pas acceptable. D'autres réponses ont pu nous sembler maladroites, notamment par rapport à certains cas d'accusation d'injures homophobes. Exact ou pas, les réponses, dans certains cas, n'étaient pas à droite, et dans d'autres, elles nous a paru minimiser la réalité des faits. Alors, sur les signalements, j'ajoute un point, c'est le traitement des signalements par le défenseur des droits. Donc, on ne va pas revenir sur toutes les procédures, mais enfin, nous avons comptabilisé 36 signalements en quelques années de la part du défenseur des droits sur ce sujet. Aucun n'a donné lieu à des poursuites disciplinaires. Ça nous a paru étrange, alors que pour les procédures que l'on a vues, sans vouloir porter un jugement définitif, dans certains cas, il y avait quand même des éléments. C'est bien. Et dernier point, la problématique des lanceurs d'alerte, qu'il ne faut pas non plus sous-estimer. Dans certains cas, le lanceur d'alerte, on lui reprochait à lui aussi certains faits, et donc dans ces cas-là, il est tout à fait logique qu'il soit aussi poursuivi sur le plan disciplinaire.
Dans certains cas, je pense à 2 d'entre eux en particulier, nous nous sommes étonnés que la sanction, que le traitement administratif qui avait été réservé aux lanceurs d'alerte avait pu nous sembler plus sévère que celui qui avait été réservé aux personnes qui dénonçaient. Cela nous a interrogés. Dernier point, très brièvement, l'adaptation du droit pénal. Alors, nous avons fait une proposition principale, voilà, sur laquelle je reviendrai brièvement. Elle porte sur l'injure non publique commise par les personnes dépositaires de l'autorité publique. Alors, actuellement, cette injure non publique, pour toute personne, un policier comme moi ou vous, c'est simplement une contravention de 5e classe qui est punie de 1 500 € d'amende. Lorsque l'injure est publique, cela devient un délit qui est passible d'1 an de prison, 45 000 € d'amende. Alors, le distinguo public-non public est très subtil, il y a une jurisprudence très développée de la Cour de cassation, je n'y reviens pas, mais lorsqu'il s'agit d'actes commis par des personnes dépositaires de l'autorité publique, cette distinction n'apparaît pas toujours pertinente. Est-ce qu'il est plus grave de proférer une injure raciste quand on est policier dans la rue ou dans le fourgon de police, par exemple? Bon, on pourrait penser que les 2 faits appellent la même réponse pénale. De même, la presse s'est fait l'écho ces dernières années de plusieurs affaires assez lourdes portant sur des injures racistes antisémites répétées sur les réseaux sociaux, avec un fort retentissement, une forte atteinte aussi à l'image de l'institution, et puis parfois des sanctions disciplinaires lourdes, parfois la révocation. Et ces faits n'ont pourtant donné lieu qu'à une poursuite devant le tribunal de police pour une simple contravention, alors même qu'à la fois il y avait une vraie atteinte à l'image de l'institution, une vraie atteinte au devoir d'exemplarité de l'agent. Et puis enfin, on ne peut pas s'empêcher de penser que lorsque les faits sont commis, les mêmes faits d'injure non publique sont commis à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, cela devient, à très juste titre, un délit. Donc on peut penser que la réciproque devrait être vraie aussi. Donc voilà brièvement exposé quelques-unes des propositions de notre rapport. Et maintenant, je crois que nous sommes à disposition pour répondre à vos questions. Merci. Merci, M. Roussel. Bien. Merci pour cette présentation. Il y a plusieurs collègues qui souhaitent intervenir. Le premier d'entre eux étant M. Jérôme Durin, puis M. Alain Marc, Mme Brigitte L'Herbier et puis Mme Benbassa qui vient de lever la main. M. Durin. Merci, Monsieur le Président. Je veux très chaleureusement remercier au nom de mon groupe messieurs Vigouroux et Roussel pour le caractère de vérité, la tonalité de leur discours, la tonalité du rapport, qui est très éclairant et qui est à la fois courageux, libre et qui pose des mots justes sur des réalités qui sont complexes, et vous n'en avez pas minimisé la complexité dans votre propos liminaire. Et puis remercier aussi le président de la commission des lois qui a ouvert droit à notre demande d'audition, parce qu'il nous semble que ce rapport qu'on a d'abord découvert par Mediapart avant que le ministère de l'Intérieur ne le rende public, peut-être aurait-il fallu d'ailleurs que ce soit l'inverse, nous a paru justifier qu'on s'y intéresse. Ce rapport, il est dense, il est riche, il est quasi exhaustif, et puis il permet de dépassionner un certain nombre de sujets qui nous tiennent vraiment à cœur dans le groupe auquel j'appartiens, sur le rapport police-population, qui est au cœur des questions de fonctionnement de la police républicaine, d'éthique. La police peut-elle sourire? Je trouve que la formule est très juste et renvoie à des réalités qui nous marquent chacun. Alors, notre groupe avait défendu l'idée qu'on pouvait faire de ces discriminations subies ou commises par les forces de sécurité un indicateur de performance budgétaire. Une secrétaire d'État, depuis démissionnaire, avait répondu en séance c'est pas utile, c'est déjà dans les rapports IGPN et IGGN. C'est pas le cas. Et puis en plus, ça n'a pas la même portée. Notre collègue Dominati avait donné un avis favorable pour la Commission des finances sur la création de cet indicateur budgétaire. On le remercie, donc l'amendement était passé. Le ministre de l'Intérieur avait dit qu'il était souhaitable que ce rapport, cet indicateur puisse être créé. Est-ce que, si on arrive à obtenir gain de cause, ce sera grâce à votre rapport. Est-ce que vous pouvez nous donner les difficultés, M. Vigouroux, que vous avez rencontrées concernant le manque de statistiques, justement, en la matière, et comment on peut approfondir un peu ces données pour qu'elles soient utiles politiquement? Deuxième question que j'avais à vous poser.
concerne les contrôles d'identité. Vous avez écarté le récépissé. Peut-être nous dire en 2-3 mots pourquoi, peut-être à l'aide de comparaisons internationales. Et puis, en séance, on nous avait indiqué, une ministre au banc, qui avait une mission de la Cour des comptes sur les contrôles d'identité. Est-ce que vous avez connaissance de ce sujet? Merci. Merci, Monsieur Durin. Monsieur Marc. Merci, Président. Vous avez évoqué, messieurs les rapporteurs, les rapports entre, ou du moins la perception de la population par rapport à sa police et à sa gendarmerie, et la distinction qu'il y avait entre les deux. Effectivement, ces rapports se sont distendus. Nous, sénateurs qui sommes sur le terrain, n'est-ce pas, et qui donc voyons à chaque inspection de brigade annoncée, à chaque Sainte-Geneviève, on ressent quand même les efforts que font actuellement les commandants de groupement sous la direction du DGGN, mais aussi pour ce qui concerne la police, des efforts qui sont faits effectivement pour aller au plus près des citoyens de façon à ce que ceux-ci aient une meilleure perception de leur police et de leur gendarmerie. D'autre part, vous savez que la qualité du renseignement français, qui était un de nos fleurons il y a de cela quelques dizaines d'années, là aussi s'est estompé, parce que ce rapport justement entre la police, la gendarmerie et la population s'était distendu, et qu'il convient, me semble-t-il d'ailleurs, pour la qualité de notre police et de notre gendarmerie, que celui-ci se raffermisse. Donc des instructions, me semble-t-il, sont données en ce sens. Je ne sais pas si vous avez pu les mesurer. D'autre part, lorsque l'on a des discriminations supposées entre les policiers, les gendarmes et la population, notamment lors d'interpellations ou de contrôles d'identité, un de nos collègues, et nous avons, je crois, ici apporté notre part à cela, c'est nous qui avons préconisé les caméras piétons, et j'aimerais savoir si vous avez pu évaluer leur efficacité, ou si du moins dans votre rapport vous préconisez d'évaluer l'efficacité de ces dernières, qui nous semble être quelque chose de positif. Merci, Monsieur Marc. Madame L'Herbier. Je veux revenir sur ce que disait Monsieur Vigouroux. En amont de tout ça, l'intérêt de développer la mixité comme pour la paix publique au sein de la police. Vous savez, je suis élue depuis très longtemps sur la zone Roubaix-Tourcoing et je suis universitaire. Et à ce titre, j'ai rencontré un jeune à l'époque, il y a une vingtaine d'années. Il s'appelait Abdelkader Haroun. C'est actuellement le commissaire général de police de Roubaix. Et alors, Kader Haroun est le portrait type de quelqu'un qui aurait pu déraper, comme beaucoup de jeunes de banlieue, et qui s'est raccroché à la police pour évoluer, pour se construire et pour construire toute une famille. Il a créé les Chemins de la Réussite. C'est une association qui aide les enfants et les jeunes qui se sentent discriminés dans le cadre de leurs études pour les aider à évoluer et à accéder à tous les concours, magistrats, policiers, enfin tout ce qui existe comme concours. Et alors dernièrement, le mois dernier, on a organisé ensemble un colloque au sein de la mairie de Tourcoing où on a reçu les témoignages des jeunes qui étaient rentrés dans la police, beaucoup de jeunes d'origine maghrébine, d'origine de ZUP, de classe sociale défavorisée. Et ces jeunes étaient très fiers d'être dans la police et pleins d'espérance et de confiance en la police. Et quand vous entendiez leurs témoignages, on se disait quand même la police, comme la gendarmerie, comme la magistrature, c'est vraiment une possibilité, mais surtout la police, dans ce cadre-là, un ascenseur social. Tous les jeunes qui se sont exprimés, de toute évidence, ils avaient dû passer de nombreuses étapes avant d'arriver à leur poste de policier, même de base, juste un poste plus conséquent dans la police. Alors tous ces témoignages m'ont fait beaucoup réfléchir. Je me suis rendu compte, et de façon dans le cadre professionnel universitaire, je m'en rendais déjà compte, c'était très difficile pour eux de trouver des stages. Et on a créé un tutorat avec Kader Haroun
pour les épauler justement à quitter le monde difficile pour accéder à une espérance et de rentrer dans la police. La seule chose que je voulais insister là-dessus, c'est que forcément, ils risquent d'avoir des discriminations, ces jeunes, parce qu'ils viennent de ces quartiers. Les autres qui n'arrivent pas à s'en échapper, forcément, ils les ont en cible. Souvent, c'est des cibles verbales, ça ne va pas beaucoup plus loin pour l'instant. Beaucoup de cibles verbales et certainement des discriminations en disant vendu, enfin, vous voyez tout ce qu'on pourrait leur reprocher. Et je pense que l'école de police de Roubaix en a pris acte et ils font très attention à épauler les policiers dans le cadre d'une réaction potentielle. Parce que les degrés de réaction qu'ils peuvent avoir face à leurs jeunes qui étaient juste avant leurs copains de virée, pas toujours très positifs. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, mais j'attends de vous une confirmation ou pas, dans la gendarmerie, je pense qu'on a moins de réactions comme ça, parce que en caserne, ils sont plus encadrés dès le départ, tout jeunes. Les jeunes qui arrivent à la gendarmerie, ils ont un encadrement très vigilant et qui évite justement de les laisser tout seuls face à une réaction. Voilà, c'est surtout là-dessus que je voulais revenir. Et dans la magistrature, c'est pareil. Vous disiez aussi, Monsieur Vigouroux, que les jurys, il fallait élargir le champ. Et moi, je rajouterais aussi une chose, dans le cadre des concours, éviter de mettre des matières qui ne correspondent pas à leurs origines. Je m'explique. Par exemple, si dans la magistrature, vous développez à outrance la culture générale, ces jeunes, ils n'ont pas de culture générale de base et c'est très difficile pour eux, en 2 ans de temps, de récupérer tout le passé d'une famille qui a été encadrante pour les autres. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie les uns et les autres d'avoir abordé ce sujet. Merci Mme Hervier. Mme Benbassa. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous remercier pour ce rapport très instructif et je voudrais faire quelques remarques. Concernant le contrôle au faciès, mes collègues ont déjà fait des remarques à ce sujet, mais j'avais déposé un texte en 2014 sur ce sujet et je constate qu'il n'y a pas eu une grande évolution. Pourtant, on a eu des travaux que vous avez cités de Jobard-Lévy, etc., etc. J'ouvrirai une parenthèse. Si on regarde les chiffres donnés, vous êtes, ne sont pas nombreux les bourgeois blancs arrêtés, hein, n'est-ce pas? Très, très rare quand on regarde ces statistiques. Et depuis ces travaux qui ont été quand même complétés par des Américains, hein, qui ont fait aussi un travail dans ce sens, et je ne vois pas d'évolution. Les caméras ou pas, le récépissé ou pas, il y a eu des expériences, comme vous le savez, en Espagne, dans une région, il y a eu, n'est-ce pas, il y a eu d'autres expériences, et aux États-Unis et au Canada, il y a des expériences dans ce sens. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en inspirer et arrêter ce facteur de discrimination qui est quand même insupportable? Surtout qu'aujourd'hui, avec le mouvement woke et d'autres, ces contrôles de faciès deviennent encore plus insupportables et il faut quand même concéder, c'est vraiment insupportable. Des gens qui se font arrêter plusieurs fois par jour, parfois, etc. Et vous avez parlé très brièvement de la formation. Et c'est vrai que nous recevons d'une part du courrier des élèves de ces formations, des femmes surtout, qui se plaignent, des femmes maghrébines ou issues de l'immigration, et disant combien elles sont sujettes à des discriminations. Et la liste est bien longue, mais assez classique. Je pense que on n'a pas, je me suis intéressée moins que vous, mais un peu, on manque d'heures de formation. Le nombre d'heures de formation aux discriminations et au racisme dans ces écoles n'est pas assez
importantes. Enfin, assez important. Et ensuite, il faudrait aussi faire des stages de formation en faisant venir des experts quand même, parce qu'il faut renouveler la perception par la population de la discrimination, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours la même avec l'évolution actuelle, et en même temps, ce serait très utile qu'ils voient comment ce genre de lutte contre les discriminations se déroule dans d'autres pays, comme par exemple en Allemagne et aux États-Unis. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Madame Benbassa. Eh bien, oui, Madame de La Gontrie. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, mais du débat naît... merci à tous les deux pour la qualité de vos travaux. Merci au président Buffet d'avoir permis cette audition qui semble nous avoir tous beaucoup intéressés. Je voudrais revenir sur l'ensemble de l'utilité de ces travaux. Lorsque nous avons interrogé le ministre de l'Intérieur dans cette salle, d'ailleurs, c'était Jérôme Durin qui l'avait interrogé. Il nous a dit, je cite, « Je suis très favorable aux conclusions du rapport de Christian Vigouroux, déontologue du ministère de l'Intérieur, sur les actes et propos racistes et discriminants au sein de la police, et je suis favorable au changement. Je suis donc prêt à travailler sur des amendements sur le sujet, par exemple dans la LOPMI. » Il a évoqué le fait que ce rapport ne proposait pas le récépissé pour le contrôle d'identité. Il a annoncé qu'il rendrait public ce rapport et qu'il fallait avancer sur ce sujet. Donc ma question, elle est très simple. Quelles sont les suites qui ont été données à ces travaux, puisque ces travaux sont désormais un peu anciens? Merci, Monsieur Thani Mohamed Solim, Monsieur le Président. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos développements. Je voulais juste savoir si votre rapport a concerné les Outre-mer, où la problématique des discriminations existe, et notamment une spécifique, en tout cas qui est vécue comme telle par les intéressés, s'agissant du retour des originaires, comme on dit, dans la police, dans la gendarmerie, voire dans le pénitentiaire, les originaires lorsqu'ils sont mutés en métropole et qu'ils cherchent à revenir dans les territoires d'outre-mer. Et beaucoup nous saisissent parce qu'ils vivent leur situation de non-retour, en tout cas dans l'immédiat, comme une discrimination. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Eh bien, Monsieur le Président, Monsieur Roussel, dans l'ordre que vous souhaiterez. On va alterner, oui. Je voudrais d'abord, dans l'ordre des prises de parole, dire à Monsieur Durin que, je le dis une fois pour toutes pour ne pas avoir à le répéter, malgré toute l'envie que j'en ai, je ne suis pas encore ministre de l'Intérieur. Donc, très sérieusement, les indices, les indicateurs, c'est très important. Et moi, à titre personnel, puisque c'est uniquement ça que nous pouvons faire, il nous semble, dans l'optique de ce que j'ai dit, de qualifier et de mesurer et de parler vrai, tout indicateur possible, y compris dans les PAP et les documents budgétaires, puisque depuis la LOLF, c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est de mesurer la performance, eh bien, dans un service de force de sécurité, c'est un élément de performance, la maîtrise de la force et de l'autorité. Parce que la discrimination, c'est ça. Maîtriser la force sans jamais empiéter sur la dignité de la personne. Eh bien, c'est le cœur du métier de police. Et si on trouvait un indicateur, ou plusieurs indicateurs, exemple, le taux de protestation, c'est pour ça qu'on vante vraiment un travail statistique, je pense que ce serait très, très utile. Les efforts faits en matière de statistiques datent depuis longtemps. Il a fallu des années pour que le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice aient des professionnels des statistiques à la tête de leur service de statistiques. Il y a peu de temps que c'est des inspecteurs généraux de l'INSEE qui sont d'un côté comme de l'autre. C'est une évolution que certains ont voulu depuis des années, on y est. Donc, je suis raisonnablement optimiste, mais
les statistiques qualifiées en matière de discrimination et on a demandé dans le rapport que l'on affine les distinctions, qu'on ne comprenne plus la discrimination dans un bloc unique. Pour Monsieur Marc sur la police et la gendarmerie, je vais laisser la parole à Florian Roussel, puis je dirai un mot après. Oui, merci. Donc sur cette réponse à votre question, monsieur le sénateur, 2 points. D'abord sur donc le souci de la police et de la gendarmerie d'aller au contact de la population. Nous en avons trouvé maints exemples. J'ai évoqué tout à l'heure les difficultés en lien avec les relations entre les représentants d'associations. Je n'y reviens pas, mais dans le sens que vous évoquez, il y a eu de nombreuses initiatives qui ont été prises. Alors, au niveau institutionnel d'abord, les partenariats opérationnels, etc., donc les relations avec les élus, donc voilà, mais aussi au niveau du terrain, au niveau des intéressés eux-mêmes. J'ai le souvenir en particulier d'un échange très instructif que nous avions eu avec le directeur départemental de la sécurité publique du Nord, qui nous avait longuement insisté sur son souci donc de le fait qu'il relayait systématiquement à ses agents le souci de, à chaque fois, prendre contact avec les bailleurs sociaux, avec les commerçants, enfin que la police soit vraiment au contact de la population, que les différents signaux faibles de problèmes lui soient très vite relayés. Et donc oui, il y a beaucoup d'initiatives locales qui sont encouragées au niveau national de ce point de vue, et je crois que c'est important, encore une fois, aussi bien dans la police que dans la gendarmerie. Sur les caméras piétons, alors notre rapport est intervenu à un moment très précis, c'est au moment où le nouveau dispositif de caméra venait à être décidé, venait à être mis en œuvre. Donc on n'en a pas vu les résultats, puisque c'est à partir de juillet 2021, je crois, qu'on a pu les tester. Ce dont nous avons été témoins, par contre, c'est des très fortes attentes des policiers et des gendarmes sur le sujet. Enfin, il y avait une vraie... Tous déploraient la qualité très très insuffisante du système ancien et tous espéraient vraiment que ces caméras permettraient, leur seraient très utiles à la fois pour se défendre lorsqu'ils sont mis en cause pour des faits de discrimination et à la fois pour identifier, pour les protéger eux-mêmes lorsqu'ils sont appris à partie. Donc il y a beaucoup d'attentes, mais je ne peux pas vous en dire plus sur savoir si ces attentes ont été ou non satisfaites. Sur les caméras piétons, il y a plusieurs questions. Celui qui vous parle, il se trouve, est président du comité d'éthique de la vidéosurveillance à Paris. Donc ça fait 2 ans que j'essaie, avec tout un ensemble de personnalités, de faire que ce dispositif ne déborde pas, n'aille pas au-delà de ce pourquoi il est fait. Donc c'est une question qui m'intéresse. Les caméras piétons que nous avons chaleureusement recommandées, et Florian Roussel a raison de dire que les policiers attendent ça, il y a quand même quelques questions qui se posent. Qui informe que vous êtes filmé ? Moi, si je suis contrôlé, j'apprécierais de savoir que je suis filmé et je serais un peu révolté si je ne le sais pas. Donc là, je ne suis pas sûr que l'information, madame, monsieur, qui contrôlez, vous êtes filmé, soit toujours suffisamment donnée. Deuxièmement, qui allume ? Est-ce que c'est en constante allumage ou est-ce qu'on allume à l'initiative du policier que dans le fait du contrôle ? Troisièmement, qui éteint ? Parce que ça arrive qu'un policier, le ton monte et il préfère éteindre. Donc, et qui conserve ? Et qui conserve pendant... Pourquoi on conserve telle opération, telle caméra, tel film de telle opération et qu'on a fait disparaître tel film de telle autre opération ? Donc, nous recommandons cette technique, mais ça mérite examen. Mais ça peut quand même créer un effet quand la personne en face du policier est informée qu'elle est filmée. Tous les praticiens nous disent que le ton n'est plus tout à fait le même. C'est compréhensible. À Madame L'Herbier, je voudrais dire que l'expérience de Roubaix nous intéresse. C'est bien l'esprit que nous faisons. J'ai dit, je n'y reviens pas, qu'une police ou une gendarmerie qui ressemble à la population, c'est nécessaire, spécialement en Outre-mer, monsieur le sénateur, mais en même temps, il ne faut pas commencer à faire des exclusions à contrario, parce que vous ne rentrez pas dans des schémas, des pourcentages.
moi je n'emploie jamais le terme discrimination positive, mais par contre, aller chercher, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'intérêt à ce que vous avez dit, aller chercher, comme a su le faire la Troisième République, ces élites ou ces cadres dans des populations qui n'y pensaient absolument pas, et chacun on a dans nos ancêtres même récents des gens qui sont allés dans les carrières de service public, y compris de sécurité, parce qu'on est allé les chercher. Il ne suffit pas d'être dans son fauteuil et d'attendre les candidatures. Donc, ce que vous avez dit, je me permets de dire que c'est tout à fait dans l'esprit de ce que nous cherchons. Alors, fondamental, je l'ai vu encore pendant 3 mois pour la magistrature, mais j'extrapole pour la police, qui est notre sujet, Monsieur le Président, ce qu'on appelle pompeusement les biais cognitifs. Évidemment, à certains candidats avec lesquels j'ai passé donc, ces 3 derniers mois, si on leur demandait le dernier livre d'un auteur connu, ils étaient secs, alors que sur les mangas ou sur telle autre production de grand public actuel, ils étaient incollables. Alors si on refuse absolument ceux qui ne connaissent pas Giraudoux dans tous les sens et qui nous bassinent avec les mangas, effectivement la République se portera mal. Donc les jurys, la diversité des jurys et l'orientation non pas vers une série de connaissances qu'ils doivent avoir en matière de droit, il n'y a pas de doute, mais pas seulement les connaissances, mais aussi du jugement, du respect des gens, et ça se mesure dans les concours. Et c'est ce que nous avons essayé de dire dans le rapport. Et enfin, à Madame de la Gontrie, ça serait bien prétentieux de dire qu'il y a déjà des suites, mais il me semble que dans certaines positions prises par le rapport de la LOCMI, ce qui est la décision la plus récente, c'est la loi que vous avez, j'ai retrouvé une série de choses qui vont, dans lesquelles je me retrouve. C'est simplement une appréciation. Après, peut-être que je me trompe. Mais le parcours de la victime, page 60, ce que j'ai dit qui est délicat mais nécessaire, le fait que la police ressemble relativement, sans trop de dichotomie, à la population. La formation, alors le rapport de la Cour des comptes, quand on a écrit le rapport, je ne peux pas en dire grand-chose, si ce n'est que c'est très bien que la Cour des comptes s'occupe de la formation des policiers, qu'il faut rallonger, surtout en formation continue. Moi, je crois beaucoup à la formation à l'école, ouverte aux organisations de défense des droits humains. Pourquoi la Ligue des droits de l'homme, pourquoi SOS Racisme ne viendrait pas rencontrer les policiers? Ça fait partie, les uns et les autres font partie de la société. Et il y a des expériences en ce sens, tant en gendarmerie qu'en police. Les caméras piétons embarquées, on en a parlé. Il faut faire attention aussi à ne pas prendre sans précaution les outils technologiques comme les drones très qualifiés. Pour m'occuper de la ville de Paris, les nouveaux modes de caméra sont quand même assez saisissants à tous les sens du mot. On peut lire le livre qu'une personne lit à une terrasse de café avec une caméra qui est à 50 mètres. Donc, les caméras embarquées, en tout cas, c'est un moyen de pacifier le contact immédiat entre la personne contrôlée. Le paragraphe 253 de la LOCMI sur la lutte contre les discriminations. Le collège de déontologie qui est créé. L'exclusion, comme je l'ai dit, du service, ça va dans le sens de ce que Florian Roussel vous rappelait sur le fait qu'on a trouvé quelquefois que les sanctions... J'y vais avec prudence, parce que pour quiconque a exercé le pouvoir disciplinaire, c'est que c'est pas si simple. Enfin, on pourrait quand même, sans aller sur l'exclusion à tout coup, dire que quelqu'un qui a réitéré de la discrimination, il n'est pas fait pour la police ou la gendarmerie. La prise en compte des questions particulières à l'outre-mer, page 93 du rapport qui est joint à la loi que vous avez adoptée. Nous avons passé un moment
nous avons voulu aller discuter, notamment avec la centrale outre-mer de la gendarmerie nationale, c'est-à-dire le général qui s'occupe des... Et c'est vrai que le pourcentage de forces de la gendarmerie en outre-mer pose question. Peut-être que quand il faut ramener la paix, comme à Mayotte l'autre jour, il faut des forces de sécurité, mais dans le temps long, je trouve que ça interroge quand même dans le rapport entre la sécurité et les populations d'outre-mer, qu'une part non négligeable des forces, notamment mobiles de la gendarmerie, soit en outre-mer. Et le rapport de la LOCMI qui parle de prépositionner des forces en outre-mer va plutôt dans le sens encore. Alors, moi, je considère que les forces mobiles, qui ne sont pas si nombreuses que ça dans le pays, doivent être utilisées que quand on ne peut pas faire autrement. C'est des forces d'intervention. Donc je pense qu'il y a une... Nous en avons parlé dans le rapport. Le rapport de la LOCMI aborde le sujet, et c'est bien. Il y a un sujet particulier à traiter ici. Je n'ai certainement pas répondu à toutes les questions, mais je note aussi que quand je vois cette image, qui est une affiche sur les différents types de discrimination que le ministère de l'Intérieur a développé avant notre rapport, je ne sais pas de tout ramener aux effets du rapport, qui est les 24 critères de discrimination pour avoir le label diversité discrimination de l'AFNOR. C'est pas moi qui invente, il y a ça. Je trouve que c'est pour avoir en d'autres temps milité et obtenu que la Déclaration des droits de l'homme soit affichée d'une part dans les commissariats, d'autre part dans les prisons. Je pense qu'un affichage comme ça qui dit les différents modes de discrimination est utile. Parce que quand on a fait une enquête au Conseil d'État, ça nous éloigne de la police, mais enfin nous connaissons bien cette maison tous les deux, sur les sujets de discrimination au Conseil d'État dans le personnel et les collègues, les deux motifs de discrimination majeurs, ils sont là, c'était l'âge et l'apparence physique. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait l'apparence. Donc, il y a tout là, et ça peut faire réfléchir les fonctionnaires. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Roussel, de votre venue ce matin. Et merci aux collègues, évidemment, d'avoir assisté et posé des questions.